Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Aussitôt Direct Live. Nous sommes en direct sur le Facebook Le Grand Mercredi, le site dédié aux grands-parents. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, en ce mardi 20 octobre, eh bien vous le savez peut-être, c'est qu'il s'agit de la journée mondiale de l'ostéoporose. C'est donc parfait pour parler de ce sujet. Et justement, pour en parler, eh bien 4 invités vont nous accompagner. Bonjour à vous 4 et bienvenue. Alors on va faire un tour de table rapide. Corinne Blachier-Poisson, vous êtes la directrice générale d'Amgen. Il s'agit donc d'un laboratoire qui lutte contre les maladies graves. Eh bien, vous nous présenterez dans quelques instants vos missions. Docteur Emmanuel Vigneault, vous êtes rhumatologue à Lyon et on le verra tout au long de l'émission, mais vous avez un rôle essentiel auprès des patients, bien évidemment. C'est le cas aussi pour vous, Guy Van de Candelare, puisque vous êtes médecin généraliste dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, Lise Vidoni, vous avez accepté d'être présente aujourd'hui en plateau. Merci à vous. Vous nous raconterez tout au long de l'émission votre quotidien, votre vie avec l'ostéoporose. Donc merci à vous 4. Alors l'objectif de l'émission, c'est, vous l'avez compris, de parler de l'ostéoporose, de comprendre ce qu'est l'ostéoporose et puis surtout de vous sensibiliser au risque de fracture. Alors on va tout de suite, sans plus tarder, commencer avec la première partie de l'émission. Vous l'aurez compris, c'est quoi l'ostéoporose ? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Corinne, eh bien, on va essayer de comprendre finalement quel est l'engagement d'Amgen face à cette maladie. Alors Amgen est un laboratoire de biotechnologie qui est engagé dans l'ostéoporose depuis plus de 20 ans maintenant et l'objectif c'est de contribuer à la baisse du risque de fracture en améliorant la qualité de l'os. Ouais. Alors, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes le mardi 20 octobre, journée mondiale de l'ostéoporose. Alors quel est le constat ? Alors, je vais donner quelques chiffres et qui vont apparaître. 3 800 000 personnes sont atteintes d'ostéoporose en France. C'est énorme. Majoritairement des femmes, mais pas exclusivement. Et ça représente 380 000, près de 400 000 fractures de fragilité chaque année en France. Ouais. Donc je pense que ça parle par soi-même. Et bien sûr, la fracture, elle est source d'un impact très important sur la qualité de vie. Et donc, ça fait de l'ostéoporose une des principales maladies chroniques qui vraiment impacte beaucoup la vie des Français, devant, bien sûr, la bronchite chronique, par exemple, ou l'AVC. Ah oui, alors effectivement, on en reparlera, mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte, effectivement, que l'ostéoporose reste une maladie très importante. Alors, ça, c'est le constat, mais finalement, quelles sont les missions d'Amgen ? Amgen, dans ce domaine, cherche vraiment à, premièrement, améliorer la connaissance de la maladie, parce qu'on se rend compte que c'est une maladie invisible, silencieuse, on va en reparler, qui est sous-diagnostiquée, donc il faut vraiment améliorer son diagnostic et ensuite améliorer sa prise en charge. Et une bonne prise en charge de l'ostéoporose, elle demande une collaboration entre les différents acteurs du parcours de soins, notamment les médecins généralistes, et on aura l'occasion d'en parler. Et donc c'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur des partenariats, parce que bien sûr, à plusieurs, nous sommes plus forts. Ouais. Alors justement, est-ce qu'il existe déjà des exemples très concrets de projets ? Alors, il y en a un que je voudrais citer, mais il y en a parmi d'autres. C'est notamment un partenariat avec l'IOF. L'IOF est la Fondation internationale de l'ostéoporose, donc, qui est active dans plus de 100 pays dans le monde et qui fournit juste 2 chiffres, je trouve aussi intéressants. Il y a quand même 200 millions de personnes qui souffrent d'ostéoporose dans le monde et ça représente une fracture toutes les 3 secondes dans le monde. Voilà, ça donne une idée vraiment de l'ampleur de ce problème de santé publique. Et l'IOF cherche à lancer actuellement un nouveau programme qui est Capture the Fracture, qui a pour objectif de diminuer d'ici 2025 de 25% les fractures vertébrales et les fractures de la hanche. Et pour cela, la France fait partie des premiers pays qui se sont associés à ce programme et Amgen soutient en effet ce programme dont nous devons parler aujourd'hui. Bah oui, et c'est justement aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos réponses, Corinne. Alors vous allez rester avec nous tout au long de cette émission, puisque durant ces prochaines minutes, eh bien, nous allons revenir sur des idées reçues qui pour certains sont même des certitudes. Alors à chaque fois, nos 4 invités nous donneront des réponses et des explications. Et puis sans plus tarder, eh bien, nous voici arrivés dans la première partie de cette émission. Qu'est-ce que l'ostéoporose ?
Bah oui, c'est vrai, hein, finalement, tout le monde parle de l'ostéoporose, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, première idée reçue, l'ostéoporose n'est pas une maladie, mais plutôt une conséquence du vieillissement. Alors ça, c'est une idée reçue. Lise, c'est peut-être une idée que vous aviez, vous, finalement, avant votre ostéoporose? Sans doute un peu comme tout le monde, mais c'est ce que j'ai entendu beaucoup par la suite en me disant, bah non, c'est une maladie de vieux. C'est ce qu'on me disait. C'est ça. Voilà. Alors, on va voir si c'est effectivement une maladie de vieux, mais avant ça, Guy, expliquez-nous, c'est quoi l'ostéoporose? Alors, l'ostéoporose, c'est une maladie silencieuse qui est liée à une fragilité des os qu'on fait. Donc, si on reprend le mot d'abord maladie, c'est très important de tordre le cou de l'idée que c'est une maladie liée au vieillissement. Non, c'est une vraie maladie. Tout le monde ne fait pas de l'ostéoporose. Donc, ce n'est pas une maladie de vieux, on est d'accord? On est d'accord. Souvent, il y a une confusion qui est faite par les patients entre l'ostéoporose et l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie qui va provoquer une usure des articulations et qui, elle, sera douloureuse. Alors qu'au contraire, l'ostéoporose est une maladie qui est silencieuse. Et c'est bien là le problème de la maladie. Mais les maladies silencieuses, ce qu'on fait, on les connaît très bien, les gens les connaissent. Le diabète, c'est une maladie silencieuse pendant très longtemps. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse. Et pour autant, elle fait des dégâts. On parlait tout à l'heure des accidents vasculaires cérébraux. Eh bien, quand on sait que après 70 ans, se casser le col du fémur engendre 20% de décès, c'est autant que des accidents vasculaires cérébraux. Attendez, c'est important ce que vous dites. Ça veut dire que finalement, on en meurt de l'ostéoporose? On peut en mourir dans 20% des cas. Alors bien sûr, pas directement, mais des conséquences des fractures, puisque la maladie, elle est liée vraiment à une fragilité de l'os. Si on veut se donner une image assez simple, l'os, on va le comparer un petit peu, le problème à une structure qui ressemblerait à la tour Eiffel. On est à Paris, c'est facile. Et cette tour Eiffel, c'est ce qu'on appelle la trame protéique de l'os. Et c'est elle qui est malade et qui va provoquer la fragilité de l'os. Alors cette fragilité, elle peut parler à travers le biais de fractures. Et ces fractures, j'ai entendu le mot tout à l'heure, surviennent dans des conditions, ce qu'on appelle, nous, de faible énergie. C'est fractures par fragilité osseuse, habituellement des gens qui tombent de leur hauteur, tout simplement. Ça veut dire qu'en fait, c'est à l'intérieur de l'os le problème? Alors, vous imaginez l'os comme la structure de l'os, comme la tour Eiffel, et c'est véritablement cette structure métallique qui serait malade en elle-même. Alors, quand on parle de fracture, finalement, c'est hyper violent pour un patient. On ne s'y attend pas. L'arthrose, peut-être qu'on s'y prépare, mais il y a aussi ce côté-là de l'ostéoporose. C'est violent comme maladie. Oui, parce que les gens vont avoir une maladie silencieuse et ils vont rentrer en un coup dans la maladie par le biais d'une fracture, et qui est forcément un événement important. Parce que qui dit fracture, notamment chez les gens un peu plus âgés, c'est souvent la perte de confiance en soi, c'est les conséquences d'une chirurgie, c'est l'alitement des fois, et tout un ensemble de choses qui vont faire qu'au final, les gens baissent leur espérance de vie de façon extrêmement brutale. 20% des gens vont décéder dans l'année qui suit une fracture du col du fémur. Voilà. Emmanuel Vigneault, alors on a parlé de la maladie, mais finalement, c'est quoi les facteurs de risque ? Alors, Guy nous a très bien énoncé le fait que l'âge est un facteur aggravant, mais n'est pas le seul facteur prédisposant à l'ostéoporose. Oui, on peut quand même rassurer ceux qui nous regardent, c'est pas parce qu'on est âgé qu'on fait systématiquement de l'ostéoporose. Et a fortiori, à contrario, si on est plus jeune, on peut également faire de l'ostéoporose. Ok. Alors, être une femme prédispose plus à faire de l'ostéoporose, néanmoins, n'oublions pas les hommes. Particulièrement chez les femmes, on sait que celles qui seront ménopausées précocement, et on considère comme précoces avant 40 ans, ont un risque plus important de développer une ostéoporose. Certains médicaments vont favoriser l'ostéoporose. Le plus connu et le plus pourvoyeur, c'est la cortisone. Évitons d'en prendre, ou si ce n'est le cas, pensons à prévenir l'ostéoporose liée à la prise de cortisone. Certains traitements plus rares pour certains cancers du sein ou cancers de la prostate, puisqu'on parlait des hommes tout à l'heure. Ouais. Certaines maladies chroniques, comme des maladies digestives chroniques, la polyarthrite rhumatoïde, la bronchite chronique, sont des maladies inflammatoires qui vont permettre la fragilisation du squelette au fil des années. Et bien évidemment, et j'aurais peut-être pu commencer par ça, des antécédents de fracture du col du fémur chez les parents du premier degré, que ce soit le père, la mère ou les frères et sœurs. Ça veut dire que c'est héréditaire ? Alors, héréditaire au sens, il y a un contexte familial qui va favoriser la fragilité des os, mais ça n'est pas une maladie transmissible directement, comme peuvent l'être certaines autres anomalies médicales qu'on connaît mieux. Corinne, je vous vois hocher de la tête, ça vous parle ?
Ça résonne particulièrement en moi, parce que ma grand-mère fait partie des 20% dont vous parliez. Après une fracture du col, elle est décédée dans l'année qui a suivi. Et ma mère aussi a fait une fracture du col. Donc je suis particulièrement sensibilisée à ce sujet. Et j'ai en effet demandé à mon médecin qu'est-ce que je devais faire. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit faire, Emmanuel, pour Alors, se il dépister? existe. Alors, là aussi, Guy nous a très bien illustré les conséquences majeures des fractures lorsqu'elles surviennent. Donc, bien sûr, toute patient qui a une fracture devra avoir un bilan et la mise en place d'une conduite à tenir qu'on détaillera ultérieurement. Mais l'idée est quand même de dépister les patients avant que la première fracture survienne. Donc il y a un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie, qui est un examen radiographique que hommes et femmes pour lesquels on suspecte une fragilité osseuse peuvent bénéficier. C'est un examen qui est indolore, où il n'y a aucune injection qui est faite, qui dure une vingtaine de minutes et qui est remboursé dans toutes les conditions que j'ai énoncées tout à l'heure, donc par l'assurance maladie. Donc ça tombe très bien. Voilà. Qui va permettre de quantifier, de mesurer la quantité d'os et donc d'évaluer le degré de fragilité osseuse. C'est ça, cette fameuse tour Eiffel. Voilà, c'est et ça. de ce fait permettre, c'est un outil pour le médecin pour aider à dire je traite, je ne traite pas, je surveille. Et la machine qu'on voit derrière, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc c'est comme une table de radiographie sur laquelle la personne qui va avoir l'examen est installée. Il y a un technicien ou une technicienne qui va guider la réalisation de l'examen et permettre l'interprétation. Chose qui est intéressante, c'est qu'avant d'arriver sur la table pour pouvoir mesurer ce qu'on fait la densité de l'os, Emmanuel explique très bien, il suffit de questions, simplement de répondre à des questions. Et avec quelques questions, on n'a pas besoin de biologie, on n'a pas besoin de tout ça, pour pouvoir cerner tout ce qu'on fait les gens qui sont à risque d'ostéoporose et de ces gens-là, donc du coup, d'enclencher un bilan, etc. Quand vous dites qu'il suffit de poser des questions, c'est le médecin qui doit Bien poser sûr, ces questions. Hein. Bien sûr. D'accord. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment important quand même, alors, notamment les femmes, hein, près de 50 ans, ça fait déjà une légion de pas mal de gens, de pouvoir les sensibiliser à la connaissance de cette maladie, parce que moi, j'aime bien que mes patients soient proactifs et qu'ils aillent aussi vers moi en me disant qu'est-ce que vous pensez de ceci, etc., etc. Je trouve que c'est quand même important. Voilà. Alors, on en a une patiente proactive, hein, puisqu'elle a accepté d'être là ce soir. On vous en remercie vraiment, Lise. Vous avez aussi accepté qu'une caméra vous suive dans votre quotidien. Alors, on va rappeler, hein, vous avez 63 ans. Ça fait plus de 20 ans hein, que l'ostéoporose fait partie de votre vie. Hein. Oui. Forcément, vous avez eu de nombreuses fractures. Forcément, il y a eu un impact sur votre vie. On regarde ça en images. L'origine de cette maladie, ça remonte peut-être à loin, puisque petite, j'étais atteinte de polyarthrite juvénile. Et ensuite, j'ai eu une ménopause précoce, entre 39 et 40 ans. C'est une maladie silencieuse et absolument pas douloureuse, tant qu'on ne se fracture pas. Mais le problème d'une fracture relativement grave, comme j'ai eu de la hanche, a entraîné des dégâts monstrueux, puisqu'il a fallu me réopérer 3 fois. Mais l'impact sur la vie est terrible, c'est beaucoup de souffrance, puis après ça laisse des lésions pour la vie. Mais il ne faut surtout pas se laisser abattre, parce que ce n'est pas une fracture qui nous empêche de vivre. Lise, on vous entend, vous dites il ne faut pas se laisser abattre. Mais comment on fait pour ne pas se laisser abattre ? Alors, on continue à être positive, à toujours vouloir remonter. On peut se rééduquer, on va chez le kiné, on en fait une partie soi-même, on trouve des activités physiques. Surtout pas s'arrêter, s'asseoir sur un fauteuil et dire ça y est, c'est fini, j'attends. Ouais. Non, parce que plus on fait d'activités, moins on a mal. Et ça, je peux le garantir, j'en suis sûre. Effectivement, on en reparlera. Et je vois que tout le monde hoche la tête sur ce plateau. On en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, il ne faut pas rester assis. Juste pour qu'on précise bien, la béquille que l'on voit dans le tournage, c'est dû à l'ostéoporose ou pas ? C'est dû à mes diverses fractures de hanche, parce que sinon je déhanche, j'ai une jambe plus courte que l'autre, et marcher beaucoup en déhanchant, c'est très fatigant et ça déforme en plus. Évidemment. Ouais. Donc ma béquille, c'est ma 3e jambe. Et c'est pratique. Mes petits neveux, ils l'appellent ma 3e jambe, et c'est vrai. Je peux marcher dans l'intérieur sans problème, mais dès que je suis en extérieur, et surtout à Paris, je l'ai. Très bien. Alors, on vous l'a dit, hein, vous êtes aussi acteur de cette émission. On vous a donc proposé de poser vos questions et elles arrivent déjà. Alors, la première question, c'est dans quel cas parle-t-on d'ostéoporose sévère ? Qui souhaite répondre sur le plateau ?
Alors je pense qu'on peut relativement simplement répondre à cette question. Lorsque des fractures sévères sont survenues, on parlera d'ostéoporose sévère. Et principalement, on considère comme fractures sévères les fractures vertébrales, les fractures de hanche dont Lise nous évoquait les terribles conséquences, les fractures du bassin et la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Néanmoins, parfois rentrent dans ces fractures sévères, lorsque l'événement fracturaire n'est pas survenu, les densités minérales osseuses très basses. Donc je pense que pour répondre, on est sur Donc concrètement, Lise, elle a une ostéoporose sévère? Alors oui, d'après ce qu'elle nous raconte, elle a une ostéoporose sévère, avec de lourdes conséquences sur son quotidien. On passe à la deuxième question. Alors, les jeunes femmes peuvent-elles être concernées par l'ostéoporose? Les jeunes femmes? On l'a rappelé, tout compte fait, il y a l'ostéoporose, le gros des troupes, les femmes après 50 ans quand elles sont ménopausées, mais il y a quand même tout un cadre qui intéresse aussi les hommes d'ailleurs, où on voit quand c'est secondaire à certains médicaments, on a beaucoup parlé de la cortisone, mais aussi des traitements pour le cancer du sein, c'est un cancer fréquent chez la femme, qui nécessite des fois des traitements hormonaux ou anti-hormonaux plus précisément, qui ont aussi un effet sur l'os. Et des maladies que les gens connaissent moins, l'hémochromatose, etc. Tout ça, ces maladies-là peuvent... Voilà. Donc de façon beaucoup plus ciblée, eh bien, on va du coup élargir cette troupe des femmes de plus de 50 ans à un contingent beaucoup plus important de gens dont on met des hommes, des femmes jeunes, etc. Ouais. Donc la réponse c'est oui. La réponse est oui, et je pense qu'on peut ajouter également, je ne l'ai pas listé dans les nombreux facteurs de risque initiaux, l'indice de masse corporelle bas. Oui, donc vrai. les femmes très minces sont plus, et les hommes aussi, mais c'est souvent chez les femmes très minces qu'on voit un risque de fragilité augmenté. Et donc chez des très jeunes femmes qui ont des anorexies, où on voit des fragilités osseuses terribles. Eh ben, merci pour vos réponses. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions. Et puis nous, on poursuit avec la deuxième partie de cette émission consacrée à la prise en charge en France. Et sans plus tarder, eh bien, on va découvrir une nouvelle idée reçue, une certitude certainement pour nombre d'entre vous. Ma fracture n'a pas de lien avec l'ostéoporose. Guy, est-ce que c'est souvent ce qu'on vous dit dans votre cabinet quand on arrive chez vous? Bah oui, parce que c'est une maladie qui est méconnue, donc forcément les gens ne font pas forcément le lien entre leurs fractures et voilà. Et puis c'est la séquence classique tout qu'on fait. C'est le week-end, on se casse, on tombe à la maison, on se casse le col du fémur, on en a parlé beaucoup, on arrive aux urgences, on se fait prendre en charge, etc. Et puis à un moment, c'est la boîte à oubli, ça y est, c'est parti, voilà. Alors qu'il y a vraiment une importance à ne pas rater cette occasion. On va essayer de marteler beaucoup ce message aussi, c'est de dire qu'il y a des gens, c'est très facile de pouvoir identifier ces personnes qui se fracturent des os dans des conditions anormales, c'est-à-dire tomber de sa hauteur. Ça, c'est pas normal de tomber de sa hauteur? Si, c'est normal. Ça, enfin, ça de se peut casser, arriver. oui, voilà. Non, mais oui, de se casser le col du fémur quand on tombe de sa hauteur, non. Ouais. Normalement, il nécessite quand même de tomber dans les escaliers, avoir un accident de la route, enfin, de tomber d'une échelle, etc. Mais de sa hauteur, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Et donc, c'est la séquence classique où ces gens, ils passent ce qu'on fait en dehors des radars. Et pourtant, c'est un biais extrêmement facile pour les repérer parce que, on le verra tout à l'heure en parlant de la prise en charge, eh bien, dès qu'on identifie ces fractures sévères, va décliner immédiatement un traitement. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de se poser beaucoup de questions, nous, en tout cas les médecins, pour savoir s'il faut traiter ou pas les gens. Et je pense qu'Emmanuel va remettre encore une fois le message par rapport à ça. Et c'est vraiment permettre à beaucoup de personnes d'accéder facilement au traitement, tout comme fait. Ouais. Et alors, justement, face à ces fractures, comment le patient est pris en charge, puisque c'est le thème de cette deuxième partie? Alors, le gros des prises en charge, elles sont assurées bien sûr par les médecins généralistes, parce que c'est les médecins généralistes qui voient habituellement. Puis bon, on a l'avantage, c'est qu'on est souvent des médecins de famille, donc on connaît les gens dans la durée. Et habituellement, donc on doit pouvoir, à travers l'interrogatoire, très simplement, quelques questions, pouvoir repérer les gens qui seraient à risque. Encore une fois, fracture sévère égale quasiment traitement, enfin pas égale quasiment, égale traitement. Et puis après, toutes les autres personnes, on va pouvoir, en termes de prévention, cette fois-ci, repérer des facteurs de risque qui vont nous faire imaginer qu'ils ont peut-être une ostéoporose. Et là, le premier examen qu'on va leur faire pratiquer, c'est la densitométrie osseuse.
Et si cette densitométrie met en évidence qu'il y a véritablement une ostéoporose, eh bien, on va décliner un bilan qui est assez simple, tout qu'on fait à mettre en œuvre. Il suffit en général d'une prise de sang et on a déjà beaucoup d'éléments pour comprendre. Mais alors concrètement, quand est-ce qu'il faut venir vous voir? Est-ce qu'il faut, là, dès demain matin, après cette émission, même si on n'a pas eu de fracture? Moi, je pense que déjà, ouvrir un dialogue, voilà, chez toutes les femmes de plus de 50 ans, ouvrir un dialogue, c'est déjà pas mal. Voilà. Où êtes-vous par rapport à mesurer les gens, poser quelques questions par rapport à leur hérédité, etc. Et puis, que les gens soient bien sensibles par rapport à ces histoires de fractures sévères qui, encore une fois, sont les parents pauvres un petit peu de la médecine, parce qu'une fois qu'elles sont faites, on traite les fractures et après, ça tombe dans la boîte à oubli. Et ça, vraiment, il y a un gros travail à faire. Nous aussi, les soignants, hein. D'ailleurs, il y a des filières qui se mettent en place, mais on peut y arriver à condition aussi que nos patients nous aident aussi à Ça veut dire que les c'est un vrai alerter. travail à l'unisson? Oui, tout le monde est acteur. Vous imaginez bien que les orthopédistes doivent être acteurs de ça, les urgentistes doivent être acteurs de ça, les rhumatologues, les gynécologues, enfin énormément de gens qui tournent autour de tout ça. Et quand on parle de prise en charge, finalement depuis 2018, hein, le parcours est simplifié. Expliquez-nous. Alors, c'est pas tellement le parcours, mais c'est que C'est l'issue à la fin sur le traitement, et on parlera bien de ce qu'on appelle les traitements spécifiques de l'ostéoporose, hein, on va prendre un petit peu de temps pour en parler. Eh bien, ces traitements spécifiques, il y a des recommandations qui ont paru en 2018 et qui ont beaucoup simplifié la vie des médecins par rapport à la prescription. Parce qu'avant, c'était un petit peu compliqué, la prise de décision n'était pas toujours facile. Et aujourd'hui, on a vraiment des organigrammes qui nous permettent assez facilement de pouvoir, même des outils informatiques d'ailleurs, qui nous permettent de pouvoir décider de nous-mêmes de traiter ou pas les femmes. Et dans les cas vraiment compliqués sur lesquels on ne sait pas, eh bien, on a toujours référence, bien sûr, à nos amis rhumatologues qui connaissent la question parfaitement bien. Alors justement, Emmanuel, il existe les FLS pour la prise en charge. Alors expliquez-nous, c'est quoi? Alors, FLS, d'abord, l'acronyme, ça veut dire fracture, liaison, service. L'idée, comme nous exposait Guy, c'est d'augmenter, parce qu'il y a peut-être une notion qu'on n'a pas encore abordée, c'est l'absence de traitement pratiquement au décours des fractures. On considère que moins de 20% des patients et patientes fracturés bénéficieront d'un bilan et a fortiori d'un traitement surtout derrière. Donc pour améliorer ces chiffres qui sont désastreux, ont été mis en place des filières de soins qui permettent de faire un lien entre les chirurgiens orthopédistes, les urgentistes qui prennent en charge les patientes au moment du traumatisme, du phénomène aigu fracture, et les équipes de rhumatologues et puis les médecins généralistes chacun dans leur cabinet qui prennent en charge les patients. Donc nous allons chercher, si on peut dire, les patientes fracturées dans leur service initial. Nous leur proposons un bilan d'ostéoporose, puis nous conseillons un traitement et la suite de la prise en charge se fait par le médecin traitant habituel. Ça veut dire que désormais, vous travaillez vraiment main dans la main. Voilà. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel puisque ces fractures ne sont pas traitées si ces filières de soins ne tentent pas de se mettre en place. Je ne vous dis pas que c'est simple partout et on manque un petit peu de moyens humains, mais ça devrait en partie répondre à la problématique. Vous parliez tout à l'heure, on parle de la prise en charge, mais vous parliez aussi tout à l'heure de vos patients, dans l'idée que vraiment, ils soient proactifs. C'est important aussi. Moi, je pense que pour toutes les questions de médecine, les patients, quand ils sont proactifs, c'est déjà une grosse partie du travail qui est faite. Parce que c'est rare d'entendre un médecin dire ça, qu'effectivement, en fait, on peut arriver chez vous et vous dire, docteur, je crois que j'ai de l'ostéoporose. Vous l'avez peut-être pas vu, mais moi, je pense que ça, on peut vous le dire. Moi, je vais vous donner une formule. Alors, c'est peut-être pas le débat, mais de dire que tout ce qu'on fait, c'est pas moi qui soigne les gens. On ne soigne pas les gens, c'est les gens qui se soignent et qui viennent nous voir pour se soigner. Donc on est des partenaires de leurs soins à eux. Et tout ce qui va dans le sens de je me prends en charge, c'est toujours positif, à tous les niveaux. On va parler d'observance tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une... Mais de toute façon, c'est ouvrir des portes ouvertes, hein, parce que la réalité au final, c'est ça. C'est les gens qui prennent rendez-vous, c'est les gens qui vont faire leur biologie, c'est les gens qui prennent les traitements. Et donc c'est une palissade de pouvoir le dire, quoi. Il ne faut pas oublier que nos patientes peuvent nous dire... Moi, vous savez, docteur, j'ai été ménopausée à 40 ans. Est-ce que vous pensez qu'il faut dépister l'ostéoporose? Ou, c'est très fréquent, une dame qui a 60 ans, qui s'est cassé le poignet, qui a parfaitement récupéré, qui n'a pas fait de lien du tout avec la fragilité des os, en parle à son médecin en disant
j'ai fait une fracture du poignet, est-ce que vous pensez qu'il faut faire un bilan d'ostéoporose? C'est là où la démarche proactive des personnes est importante. L'objectif, c'est vraiment, pardon, mais de vous donner une chance. C'est d'ailleurs le titre de la campagne qui débute aujourd'hui. Donnez-vous une chance en étant notamment proactif. Je voulais simplement, est-ce que tu peux nous redonner les chiffres de refracture après une première fracture ostéoporotique? Je ne les connais pas, Alors, mais je sais que c'est ça qui nous motive aussi. Il y a 20% de risque de refaire une fracture. 20% dans l'année. Oui, Voilà. donc c'est majeur. Donc, non seulement, bon, on en parlera un petit peu probablement après, mais il faut les traiter et les traiter précocement. Sinon, on perd du temps et survient la nouvelle fracture dans l'année qui suit. Oui, Corinne. Je pense juste que c'est en fait, quand on vous écoute, c'est vraiment l'exemple même d'une maladie chronique. En fait, la fracture est un événement dans une maladie qui va se reproduire. Et donc, il faut vraiment que le patient intègre qu'il va vivre avec sa maladie toute la vie et qu'il va falloir apprendre à bien la gérer et surtout prévenir la survenue d'autres fractures. La fracture appelle la fracture. C'est ça, c'est ce qui vous est arrivé Donc, finalement, Lise. Oui, ça s'est enchaîné. D'abord, il y a eu la vertèbre, ensuite la hanche et le poignet dans la même chute. Et puis ça a continué jusqu'à encore il y a 1 an. Alors justement, malgré tout ce qui existe comme prise en charge, vous l'avez dit, c'est presque finalement une maladie chronique, et bien malgré tout ça, il y a aussi une véritable errance. C'est ce que vous avez vécu et c'est ce que vous nous racontez en images. On regarde. Entre ma première fracture et la deuxième, entre 1998 et 2005, il y a eu ce moment d'errance où je n'ai pas été pris en charge pour l'ostéoporose. Je ne pensais pas que c'était si grave. Je pensais, comme la plupart des gens pensent, c'est une maladie de vieux, je ne suis pas vieille, il n'y a pas de raison. Voilà. C'est une maladie de vieux, il n'y a pas de raison. Eh bien si, en fait, il y en avait une raison. Alors, comment se fait-il qu'il se soit passé autant de temps, Lise? Est-ce que c'est parce que vous n'avez finalement pas été proactive, comme on le disait tout à l'heure? Moins active, j'ai pris moins j'étais plus jeune et puis moi j'ai toujours... oui, j'étais moins préoccupée par ça. Et puis, il y a eu quand même 2 ostéos avant... Une ostéodensitométrie osseuse en 99, mon accident, et là j'en ai retrouvé une de 2005. Donc il y a quand même eu une prise en charge, mais avec un traitement qui ne devait pas être à hauteur de mon ostéoporose, je pense. Ouais. Alors comment on vit avec cette errance quand on ne sait pas où aller, quand on ne sait pas comment faire? Je ne me suis pas vraiment posé la question, j'ai laissé un peu les choses venir, et puis je voyais qu'il y avait encore d'autres fractures, et puis donc d'année en année, je me disais là, peut-être que le traitement ne convient pas. Et j'ai fini par trouver le bon traitement. Mais c'est vrai qu'entre le moment où on veut prendre un traitement et où on trouve le bon traitement, on a aussi du temps. On peut en essayer un qui ne va pas, on peut en reprendre un autre. Oui, c'est ça. On en parlera effectivement des traitements, mais il y a aussi ce temps-là. Voilà. Mais sinon, la vie, elle continue, à part les séjours en centre de rééducation, se rééduquer derrière, et puis on redémarre. Ouais. Il ne faut pas se laisser abattre, vous le disiez tout à l'heure dans le premier reportage. Non, ce qui guérit de tout ça, c'est l'activité. Ouais. Parce que si on n'est pas actif, alors là, on est tranquille qu'on ne va plus jamais bouger. C'est ça, donc vous avez entendu, il ne faut pas se laisser abattre et il faut bouger. C'est très important. Les questions nous arrivent toujours plus. Alors, question envoyée, donc, y a-t-il des populations dans le monde plus exposées que d'autres au risque d'ostéoporose? Qui souhaite répondre? Alors, on va peut-être en revenir à ce qu'on disait en introduction, c'est la génétique. Donc il y a des populations génétiquement plus prédisposées, les populations blanches, les populations asiatiques, pour faire simple. Les populations de race noire sont moins exposées au risque d'ostéoporose. Alors ça reste des données génétiques essentiellement. Et puis, il est probable que sur ces données génétiques s'associent des données environnementales sur le mode de vie, sur le mode d'alimentation. Ouais, donc effectivement, toutes les populations dans le monde ne sont pas exposées de la même manière. Et comment on est, nous, en France? Est-ce qu'on a... on est typiquement une population occidentale qui est exposée à l'ostéoporose. D'où l'intérêt de faire cette émission. Et justement, on va poursuivre avec la troisième partie consacrée à une question simple. Peut-on guérir de l'ostéoporose?
Alors bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct sur le Facebook Le Grand Mercredi, le site dédié aux grands-parents. Il nous reste encore une demi-heure à être ensemble. Alors on va continuer à parler de l'ostéoporose et surtout à vous donner des réponses et à vous inviter à vous prévenir finalement de cette maladie. Alors on poursuit avec nos idées reçues et pour cette troisième partie, on va voir s'il est vrai qu'il n'existe pas de traitement. C'est ça l'idée reçue. Emmanuel Vigneault, alors existe-t-il des traitements efficaces? Alors oui, d'abord il y a une réponse simple, c'est oui. Ah, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne réponse. Pour être un peu plus complète que sur cette réponse très positive néanmoins, il existe de nombreuses molécules, maintenant on peut dire, qui sont disponibles pour le traitement de l'ostéoporose avec des mécanismes d'action différents. Donc on trouvera pour chacune des femmes, chacun des hommes, un traitement qui lui sera adapté, des modes d'administration différents qui permettent aussi de répondre à la demande et aux souhaits de chacun des patients et aussi à la gravité de l'ostéoporose. Donc oui, des traitements efficaces qui ont démontré la prévention d'une première fracture, mais aussi la prévention d'une fracture ultérieure lorsque celle-ci sera déjà survenue et avec une bonne tolérance surtout à moyen et long terme. Alors justement, vous parlez de tolérance, est-ce qu'on peut aussi être intolérant? Alors il peut arriver, tout patient peut avoir des traitements qui ne lui conviennent pas, donc on trouvera une alternative à ce traitement. Une alternative ne veut pas dire traitement moins efficace. Il y aura toujours une autre possibilité d'un traitement efficace avec un autre mode d'action et une autre voie d'administration. Lise, c'est ce qui vous est arrivé? Oui. Expliquez-nous. Il y a eu l'essai d'un traitement par injection, non, c'était intraveineuse. Et celui-là m'a pas réussi, ça n'allait pas. Donc on a trouvé un autre traitement qui me convient parfaitement, j'ai pas d'effet secondaire. Il est efficace, ça se voit sur la dernière densitométrie osseuse. Donc tout va bien pour l'instant. Effectivement. Mais ça peut effectivement être long, finalement, entre le moment où on débute un traitement, on le prend, il faut attendre de voir. Comment on... Alors c'est toute la difficulté d'une maladie, comme disait Guy, silencieuse, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de bénéfice. Puisqu'on n'a pas de douleur et pas de symptômes, prendre le traitement n'apportera pas de bénéfice direct, au-delà de la prévention d'une nouvelle fracture, comme vous le disiez, Élise, il n'y a pas de bénéfice direct à ce traitement. Non seulement il faut prendre ces traitements, mais il faut les prendre longtemps et ne pas les interrompre. Ce qu'on appelle l'observance en médecine est tout à fait capital. Ne pas arrêter les traitements. Alors oui, c'est ça. Pourquoi, à la rigueur, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on les arrête, les traitements? On les arrête parfois lorsque les durées ont été suffisamment prolongées sur des critères médicaux qui sont très clairement définis, l'absence de fracture, il y a beaucoup de critères qui nous permettent de déterminer les durées de traitement. Dans les ostéoporoses sévères, les traitements sont souvent très prolongés. Donc là, ça veut dire, encore une fois, que le patient doit être proactif et vous dire si ça va pas, etc. Il faut surtout qu'il nous dise si le traitement est pris. Je crois que c'est vraiment là, c'est une relation de confiance. Il ne faut pas mentir. Ouais, dans l'intérêt du patient, ne pas mentir, dans la mesure où on s'expose à une nouvelle complication. Et l'efficacité dépend de la prise. L'efficacité les dépend de la prise. études sont fixées sur le fait que les gens prennent le traitement et c'est que comme ça qu'on peut savoir si ça fonctionne ou pas. Guy, donc on prend ou on ne prend pas. Ouais, c'est ça. Guy, justement, est-ce qu'il existe des options très simples? Et quelles sont-elles Je pense qu'on a la chance en France justement d'avoir un panel justement très important de différents traitements. Et moi je profite toujours de l'occasion, on parlait du fait qu'on ne met pas le traitement tout de suite, il faut identifier les patients à risque, il faut ensuite faire une densito, puis après il faut faire sans doute un bilan, etc., etc. Donc ça met forcément un petit peu de temps. Et profiter de ce temps-là pour justement travailler toute la compréhension de la maladie par la patiente ou le patient, et puis lui parler déjà des traitements, c'est une façon de pouvoir l'investir assez facilement dans l'acceptation. Enfin, j'aime pas le mot acceptation d'ailleurs, dans l'intégration du fait qu'il aura un jour un traitement à prendre. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance quand même en France d'avoir tous ces traitements qui sont disponibles, d'avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, des recommandations qui ont été émises, encore une fois, et remises à jour très récemment. Et Emmanuel connaît par des sociétés savantes qui intègrent d'ailleurs des patients, qui intègrent aussi tout un corpus de professionnels de santé qui ne sont pas que des médecins. Et au final, d'avoir une prise en charge cohérente et qui s'adapte à chacun. Ça, c'est vraiment formidable, quoi.
Quand vous dites que vos patients, comment ils gèrent ça quand vous leur annoncez qu'ils vont peut-être avoir un traitement à vie? Tout à l'heure, vous dites qu'il faut aussi qu'ils intègrent ça. Comment ça se passe dans votre cabinet? Le mot, déjà, intégration, c'est bien mieux qu'acceptation, parce que je pense qu'accepter, c'est dur de demander aux gens d'accepter qu'on est malade. Ouais. Mais vous voyez, moi je prends toujours la comparaison du diabète. Quand on fait le diabète, c'est pareil. C'est une maladie qu'on traite aujourd'hui pour un bénéfice dans 20 ans. Ouais. Voilà, c'est compliqué ça. Hein. Ouais. Quand on vous donne quelque chose, si on vous propose 100 francs aujourd'hui, vous allez peut-être les prendre aujourd'hui. Mais si on vous 100 dit. 100 euros peut-être. 100 euros, excusez-moi, oui, j'ai passé une étape là. Certes, on s'adresse à des personnes seniors, mais quand même. 100 euros, pardon, excusez-moi, aujourd'hui, vous allez peut-être les prendre. Mais si on vous dit tu vas avoir 110 euros dans 20 ans, peut-être préférer d'avoir un bénéfice immédiat. Et ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec nos patients et qui vont améliorer au final l'intégration et puis cette fameuse observance qui est le fait de prendre ou ne pas prendre son traitement correctement. C'est bien de pouvoir aussi un peu lister les possibilités de traitement avec les patients parce qu'il y a un outil en ligne que nos patients utilisent beaucoup et c'est bien qu'ils puissent aller lire tout ce qui est dit sur les traitements, sur les effets secondaires et qu'à la consultation suivante, ils puissent nous exposer toutes leurs incertitudes et toutes leurs questions. Mais j'ai lu que, j'ai vu sur tel site, que ce traitement, il donnait des effets secondaires, que tel autre, il était difficile à supporter, enfin... Je pense que c'est important aussi de... Oui, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'ils vont identifier les freins qu'on va... Et puis après, du coup, on va pouvoir y répondre et engager une conversation. Mais il faut que ce soit quand même très cadré, parce qu'on dit bien que sur Internet, tout est... C'est qu'on lit beaucoup de choses très bien, mais aussi beaucoup de bêtises. C'est ça. Et donc, ça permet de faire un petit peu le tri sur les fausses idées reçues qu'on évoque au cours de l'émission. Oui. Donc, vous disiez, vous leur donnez des leçons à vos patients? Alors non, je ne me permettrai pas de leur donner des leçons, mais au moins d'orienter vers des sites qui sont bien faits et dans lesquels les informations sont validées. Quoi. Ouais. D'où le site dont tu commençais à parler tout à l'heure, le site du GRIO, c'est le groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses. Donc il y a une partie du site qui est dédiée aux patients. Il y a la Société française de rhumatologie, et puis il y a les associations de patients, donc en particulier la FLA, dont on reparlera un petit peu plus tard, je crois, dans l'émission. Et puis effectivement, il y a le site tout sur l'ostéoporose.fr. Lise, vous vouliez ajouter? Je vais dire qu'il faut faire attention en faisant ces recherches sur Internet. Parce on est bien d'accord. Il y a énormément d'absurdités. Qui sont des fois contre-productives. Mais comme beaucoup le font, je pense qu'il vaut mieux laisser faire ces recherches et désamorcer un petit peu les fausses idées au cours d'une consultation. Alors dans cette partie, on a débuté avec une question. Peut-on guérir de l'ostéoporose? Eh bien, notamment avec un traitement. Eh bien Lise, là encore, vous nous racontez votre quotidien. Ça a commencé avec un traitement oral pour l'ostéoporose, jusqu'à la fracture suivante qui était beaucoup plus grave, en 2004, où je suis tombée bêtement de ma hauteur en glissant sur du liquide chez moi. Et là, je me suis fracturé le col du fémur gauche et le poignet gauche. Et là, on m'a annoncé une ostéoporose très sévère. Là, j'ai eu très peur. Il y a eu une dizaine d'années au moins, facile, même peut-être plus, avant de trouver le traitement efficace et qui me convenait à moi, parce que chaque traitement est différent et il faut trouver celui qui convient. Effectivement, il faut trouver le traitement qui convient, on l'a dit. Guy, est-ce que ça veut dire que pour chaque patient, il y a un traitement? Pour chaque patient, il y a un traitement. Encore une fois, on a des outils qui nous permettent de pouvoir prendre une décision thérapeutique, mais effectivement, le traitement est adapté à chaque patient. Oui, tout à fait. Il faut bien faire attention toujours, quand on parle de traitement, il y a le traitement spécifique de l'ostéoporose qui traite la maladie. Et puis après, on va le voir tout à l'heure, il y a des traitements, on va dire, non spécifiques qui correspondent à l'hygiène de vie, les habitudes alimentaires, l'activité physique, etc. Mais ce n'est pas parce que ces choses-là sont extrêmement importantes qu'il faut minimiser les traitements spécifiques. Et un des messages qu'on voudrait vraiment faire passer aujourd'hui, c'est vraiment de dire qu'il y a des traitements spécifiques de cette maladie qui est l'ostéoporose. On va poursuivre avec les questions de nos internautes. Première question, si on fait un bilan, est-ce qu'il faut le refaire dans quelques années ? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par bilan. Il y a d'abord l'examen dont on a beaucoup parlé, c'est l'ostéodensitométrie. Celui-là, il va être réalisé lorsqu'on suspecte une ostéoporose ou s'il y a eu une fracture, on l'a clairement dit au départ.
Cet examen, on ne le répète ce qu'on appelle en fin de séquence thérapeutique, c'est-à-dire à la fin d'un traitement qui peut durer 3 ans, 5 ans, voire plus. Donc on le refait pas régulièrement. En revanche, si le médecin a décidé de ne pas traiter, là en revanche, il faudra le faire régulièrement dans la mesure où si la situation s'aggrave, ce sera le bon moment pour débuter un traitement. Pour ce qui est du bilan sanguin qu'on évoquait aussi au début, il est essentiellement fait au début de la maladie, au début de la prise en charge pour éliminer d'autres diagnostics, mais relativement peu refait au fil des années et des mois. Je ne sais pas ce que tu en penses, je compléterai différemment. Il y a vraiment ce bilan initial qui est indispensable pour ne pas passer à côté de... Bien sûr. Voilà, mais après, on ne le refait pas. Oui, Lise. Avant chaque prise de traitement, on fait un bilan sanguin. Il y a certains traitements qui nécessitent effectivement de mais vérifier ce n'est pas un bilan la fonction du rein, d'évaluation, c'est un bilan de feu détaillé, vert pour mais déclencher le traitement. Oui, ce que vous disiez, ça dépend des bilans. On voit Ça que Lise, dépend des elle est bien formée. Hein, parce qu'elle accessoirement, réagit tout de suite. malheureusement, j'ai envie de dire, vous êtes J'entendais la habitué. question comme bilan au sens d'évaluation de la maladie. Il me semble que la question devait être posée plus dans ce sens. En revanche, vous avez bien sûr raison. Certains traitements doivent avoir une prise de sang pour autoriser ou non la réalisation du traitement. On va passer à la deuxième question. Je suis sous traitement depuis 10 ans. Les cures thermales peuvent-elles m'aider? Guy? Alors moi, Emmanuel? vas-y, Mais moi, je vais faire une je t'en réponse prie. très courte. Je n'ai aucune maladie chronique dont j'ai connaissance que les cures thermales ont une efficacité démontrée scientifiquement. Donc j'allais dire pas plus l'ostéoporose que les autres. Bon, moi, Ça fait pas de mal, mais ça fait du bien. Voilà. C'est Lise vrai a que directement dans l'ostéoporose, non. C'est une maladie de l'os, ce n'est pas les cures thermales qui vont améliorer l'os. Ça, c'est une certitude. Par contre, c'est vrai que des fois, dans des publics âgés, etc., des gens qui ont des problèmes d'arthrose, effectivement, de faire une cure, ça peut peut-être les soulager. Mais il ne faut pas le retenir. Ostéoporose, traitement égale cure. Là, ça, je pense que là, ça serait une erreur totale. Mais ça fait du bien, comme dit Lise. Allez, nous voici arrivés à la 4e et dernière partie de cette émission, l'émission Aussitôt. Et nous allons nous pencher sur le comment vivre avec l'ostéoporose. Et la dernière idée reçue de cette émission est simple. L'ostéoporose, ça fait mal et c'est une maladie douloureuse. C'est une idée reçue. Emmanuel Vigneault, en tant que rhumatologue, que vous disent vos patients finalement sur ça? Est-ce qu'ils vous disent que ça fait mal Alors, on l'évoquait, l'ostéoporose, c'est une maladie silencieuse. Donc, avant les premières fractures, il n'y a pas de symptômes. Donc, c'est là où, effectivement, il n'y a pas de douleur. Ouais. En revanche, comme nous l'a très clairement évoqué Lise, lorsqu'il y a eu des fractures vertébrales en particulier, il y a des douleurs chroniques qui s'installent et qui sont difficiles à juguler. Et c'est peut-être là où la place des cures thermales peut parfois avoir lieu, sur la douleur chronique de la colonne. À ces douleurs chroniques s'associe une altération de la qualité de vie terrible. Vous en parliez aussi, et là c'est vrai que vous êtes une patiente très illustrant cette situation. Il y a après des fractures, en particulier des membres inférieurs, que ce soit en particulier la fracture de hanche, il y a des difficultés de marche qui s'installent. Il y a des difficultés respiratoires lorsque les fractures vertébrales sont survenues. Il peut y avoir des modifications aussi de l'image de soi. C'est pas facile de perdre de la taille, d'avoir le dos qui se courbe, ce qu'on appelle en médecine la kyphose, donc le dos courbé, d'avoir des difficultés à attraper des choses dans ses placards parce qu'on ne peut plus atteindre le placard où est rangée la farine. Et puis tous ces éléments-là peuvent tellement altérer la qualité de vie qu'il peut y avoir des dépressions qui suivent toutes ces conséquences fonctionnelles et douloureuses. Effectivement, comment on vit avec ça, avec ce changement notamment du corps? Comment on accepte? Lise? On n'a guère le choix, donc il faut soit on se laisse aller, soit on prend le taureau par les cornes, on y va, on fonce et puis on se dit que de toute façon ça ne va pas changer notre vie, hein, ça ne change pas la vie. On s'habitue, les douleurs on s'habitue à faire tout le temps attention, on s'habitue à beaucoup de choses. Ouais. Il y a des maladies pires que l'ostéoporose et... Il y a une peur terrible qui est, pour la plupart, et je pense que vous nous le confirmerez, c'est la peur de la chute. La peur de la chute, oui. Ça, moi, qui inhibe beaucoup. Et qui... Ça, c'est même pas une peur. Maintenant, c'est devenu... mais c'est ancré dans ma tête depuis ma dernière chute qui était violente. Hein.
Là, vraiment, j'ai une peur, mais terrible. Et ça peut arriver à tout moment. Et ça va très, très vite. Et on peut pas... Des fois, on ne peut même pas l'envisager avant, rien. Donc, c'est une prudence, mais constante, surtout en ville, parce que les gens font de moins en moins attention maintenant. En marchant, ils sont préoccupés par d'autres choses. Il faut tout le temps esquiver, il faut faire très attention. Alors là, c'est un message aussi, c'est-à-dire que ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas l'ostéoporose, il faut faire aussi attention finalement. Oui, c'est aussi pour ça la béquille. Oui. C'est un peu prévenir, attention, je suis fragile. Ouais, faites attention. Dans nos patients au risque, les chuteurs font partie des candidats à une éventuelle ostéodensitométrie. Puisque pour arriver à une fracture, bien sûr, il faut avoir un os fragile, mais il faut tomber souvent. Ouais. Donc les chuteurs doivent être dépistés. Ouais. Guy, comment finalement on peut limiter les risques ? Alors moi je pense que déjà il y a tout ce qui tourne autour des règles, on va appeler ça hygiène et diététique, donc tout ce qui tourne autour de l'activité physique, on sait que ça a un effet positif sur l'os. Quand on parle d'activité physique, les gens l'associent toujours au sport, oui, c'est ce que mais l'activité physique, on va dire en médecine, ça veut simplement dire bouger plus. Ouais. Donc il faut prendre son point de départ. J'ai l'habitude de prendre ma voiture pour faire 500 mètres pour aller chercher le pain, peut-être laisser la voiture au garage et y aller à pied. Je suis très âgé, je ne me déplace quasiment pas, je vais faire le tour de ma table plusieurs fois par jour. Et puis jusqu'à, bien sûr, je me mets dans un club de marche, je fais de la gymnastique, etc. etc. Ça suffirait de faire le tour de table Eh bien, pour des gens qui ne peuvent pas faire plus, c'est déjà pas mal. Ça joue beaucoup aussi sur la confiance en soi. C'est beaucoup de domaines sur lesquels les gens, quand vous les faites partir d'un point de départ qui est des fois tout petit, et quand ils sont capables de faire quelque chose un peu plus, ça leur donne une image d'eux, une confiance en eux qui va s'accroître. Donc tout ce qui va dans « je bouge plus », c'est bien. Alors, bien sûr, il y a l'alimentation. Peut-être qu'Emmanuel va nous parler un peu plus du calcium, mais c'est vrai que c'est dans l'alimentation qu'on va trouver le calcium et que ce calcium qu'on capte dans l'alimentation, il est vraiment bien assimilé de qu'on fait par notre organisme. Donc c'est important de trouver des sources de calcium, mais je pense qu'Emmanuel va nous en parler un peu plus. Cette fameuse vitamine D aussi, moi je travaille dans le Pas-de-Calais, le soleil c'est un peu moins qu'à Lyon et dans le sud. C'est vous qui le dites, ça nous va. J'ai fait l'expérience dans mes maisons de retraite de doser la vitamine D que je ne dose plus, avec des taux de vitamine D qui sont à 0 pour toutes les patientes que j'ai pris en charge. Donc c'est même pas la peine de la doser. Pourquoi ? Parce que les gens restent chez eux, ils ont une peau blanche, ils n'ont pas de soleil et ils ont une carence en vitamine D. Donc c'est des choses très simples, parce que ça c'est assez facile, il y a des moyens d'administrer la vitamine D de façon extrêmement simple, soit en allant habiter sur la Côte d'Azur, mais ça coûte plus cher déjà, soit en essayant de trouver la vitamine D avec son médecin, et ça c'est un peu plus facile déjà. Lise, on a bien compris, vous prenez le taureau par les cornes, vous ne vous laissez pas abattre. Est-ce que vous avez vu une différence finalement en ayant une activité pas du moins sportive, mais au moins physique ? C'est simple, c'est si je passe quelques jours sans m'activer, sans marcher, je souffle le martyr. Donc dès que je reprends l'exercice, ça marche tranquille à mon rythme, et tout de suite ça va mieux. Et ça, je m'en suis rendu compte au long de mes années de travail. Je voyais que le vendredi, des fois, rentrer chez moi, ça devenait très très difficile, tellement j'avais mal. Ouais. Et dès le samedi matin, je repartais, et le dimanche soir, ça allait bien. Ah ouais, donc c'est clair, bouger. Pour moi, ça fait partie du traitement. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas segmenter les choses. Ce qu'on fait, ça fait partie de la vie tout court. Ouais. Oui. Avoir une activité physique régulière, manger correctement, limiter le tabac. On peut dire que c'est l'histoire d'une vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se préoccuper à 55 ou 60 ans de se dire il faut que ma ration alimentaire en calcium soit suffisante, il faut que je prenne la vitamine D, il faut que j'ai une activité physique. C'est un parcours de vie qui permettra de garder et des os en bonne santé et des muscles en bonne santé. Ouais, donc finalement, c'est aussi un message qu'on peut adresser à nos internautes, c'est-à-dire que oui, peut-être que vous êtes senior, mais il ne faut pas hésiter aussi à passer le message à toute votre famille. Il faut bouger et ne pas attendre 65 ans pour effectivement commencer à s'inquiéter de tout. On est d'accord sur ce message. Tout à l'heure, on parlait de calcium rapidement. Ça veut dire quoi ? Le lait, c'est pas une bonne idée ? Alors le lait est une très bonne idée, c'est la meilleure source de calcium que nous avons dans notre alimentation. Néanmoins, il y a un phénomène qui est fréquent et réel, c'est que beaucoup de personnes perdent le goût du lait ou le digèrent moins bien, c'est clair. Donc il y a des choses très simples qui sont les fromages, quels qu'ils soient. Les fromages pâte cuite sont une excellente source en calcium alimentaire, mais aussi les yaourts, les fromages blancs. Alors, on cite beaucoup les légumes secs, les fruits secs.
certes qui sont une bonne source de calcium, mais qui nécessitent la consommation d'une grande quantité. Donc difficile au quotidien d'apporter le calcium uniquement par les fruits et les légumes secs. On est dans la 4e partie, hein, et le titre de cette 4e partie, c'était Comment vivre avec la maladie. Eh bien, Lise, vous nous l'expliquez notamment en images, on regarde. J'ai aussi la chance que mes 2 fils vivent encore avec moi. Ça a été mes aidants depuis leur plus jeune âge. Dans certaines circonstances de la maladie, ou à certains moments de la vie, quand après une chute, on ne peut pas continuer seul. En premier lieu, je suis tombée sur le site de la FLAR en tapant ostéoporose sur Internet. Donc ça m'a donné quand même énormément de renseignements sur l'ostéoporose. Ensuite, il y a eu des questions auprès des médecins. Il faut tout de suite aller au plus rapide, densitométrie osseuse et traitement. Les dégâts se font silencieusement, on ne s'en aperçoit pas, on ne sait pas, on tombe et c'est là que ça commence. Systématiquement, quand j'en parle autour de moi, on me dit que c'est une maladie de vieux, qu'on ne peut pas en avoir avant. Je dis si, la preuve. Dès que je pourrais prendre ma retraite, c'est-à-dire d'ici 1 an, je pars m'installer en province avec mon ami. Et c'était mon rêve depuis longtemps. Et j'ai envie d'une vie calme, sereine et surtout qui fasse du bien à la santé. On vient de l'entendre dans ce reportage avec Lise, elle a parlé notamment de l'AFLAR, c'est l'association de lutte anti-rhumatisme, c'est l'un des partenaires de cette émission. Eh bien, on écoute la vice-présidente qui nous parle bien sûr de la maladie. L'association de malades AFLAR, Association française de lutte anti-rhumatismale, est dédiée à l'ensemble des rhumatismes et en particulier, elle est la seule association en France à porter la voix des patients atteints d'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est 400 000 fractures par an, dont 160 000 hospitalisations liées aux fractures des membres et fractures vertébrales. Il faut savoir que les fractures d'ostéoporose représentent la première cause d'hospitalisation, d'occupation des lits en France. Et un coût actuel de 5 milliards, ce qui est considérable. Bien vieillir est directement relié à la santé des os. La situation actuelle est alarmante. Il n'y a pas de progrès suffisant dans le repérage des personnes fracturées. Et donc, le parcours de santé ne peut pas être proposé de façon coordonnée de l'hôpital en cas d'hospitalisation, des urgences, simplement en cas de fracture sans hospitalisation, et puis ensuite en ville avec une coopération des acteurs de santé autour des patients fracturés. Et le combat de la FLAR, c'est bien évidemment de travailler avec des partenaires qui sont un ensemble, et ça permet en effet d'avancer sur ce sujet. Alors Emmanuel, on va revenir sur le discours de la FLAR. Quel est-il concrètement ? Alors très clairement, le discours de Madame la vice-présidente est très clair. C'est une fracture d'un membre doit alerter et conduire à la réalisation d'une ostéodensitométrie et surtout d'un traitement derrière. Une perte de taille est aussi à bien suivre et être vigilant sur cette perte de taille. On considère que le suivi médical, et je pense que tu nous le confirmeras, comporte la mesure de la taille très régulièrement. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut penser à faire dans nos consultations. Et puis, cette fameuse syphose dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le dos qui se courbe progressivement au fil des années, sont des signaux d'alerte pour les personnes et les médecins qui prennent en charge ces personnes pour penser à l'ostéoporose et la dépister et surtout la traiter. Ouais. On va revenir sur cette fameuse question du comment vivre avec la maladie. On a parlé de l'activité physique, docteur, mais il y a aussi d'autres solutions. Alors on a parlé de l'alimentation, on a parlé de la vitamine D, et puis aussi tout ce qu'on appelle l'aménagement à la maison, tout ce qui tourne autour de l'ergonomie à la maison. Donc il y a des choses extrêmement simples. Alors en médecine générale, on fait encore un peu de visite, on en fait beaucoup moins qu'avant, mais on en fait encore.
Et on voit très très rapidement à la maison des choses qui sont assez évidentes et qui sont propices aux chutes, hein. Les tapis, la chose très très classique, c'est l'éclairage. L'éclairage, pourquoi ? Oui, l'éclairage. Des fois, vous avez dans des maisons des gens qui ne s'éclairent pas, hein, des personnes âgées notamment, sur lesquelles ils vivent dans le noir quasiment. Ah oui, donc effectivement, la chute est vous facile, avez les oui. fils électriques qui traînent, les seuils. Voilà. Il y a quand même des moyens qui sont donnés. Alors, on peut des fois faire appel à une ergothérapeute ou un ergothérapeute. Je pense à des associations comme des associations de soins à domicile qui, des fois, ont la chance d'avoir dans leur équipe des ergothérapeutes et de pouvoir faire un diagnostic, en gros, de leur habitat pour pouvoir évaluer justement tous les risques qui sont possibles. Et puis il y a des fois des aménagements nécessaires, hein, donc je pense par exemple à la douche, etc. On peut avoir des aménagements de douche à l'italienne, des choses comme ça, qui peuvent des fois déboucher sur des subventions. On en parlait tout à l'heure, c'est pas toujours évident de les obtenir, mais bon, il faut bien ficeler le dossier et puis il faut avoir un peu de patience et des fois ça marche. Et des fois, ça marche. Allez, on va passer aux questions live. La première de cette quatrième partie, c'est « J'ai entendu dire que le tai chi était efficace contre l'ostéoporose. Est-ce vrai ?» Lise, a priori, c'est assez clair. Pour moi, j'ai failli en faire et en fin de compte, je me suis rendu compte que non, je ne peux pas. Il y a des mouvements qui peuvent être trop douloureux, trop à risque. Trop en équilibre. C'est vrai que quand on a subi ce que vous avez subi, c'est difficile d'envisager le tai chi. Néanmoins, il y a beaucoup quand même d'études qui montrent que le tai chi, enfin beaucoup d'études, il y a des données qui montrent que le tai chi est plutôt une activité favorable dans la mesure où on travaille la posture. D'abord, on a une activité physique et tu as souligné l'importance. On travaille les postures, on travaille le renforcement musculaire et ça permet de prévenir aussi les chutes. Donc c'est vrai que le tai chi est intéressant en association, bien sûr, avec toutes les mesures qu'on a déjà évidemment. Alors on a parlé du tai chi. L'autre question, c'est quel sport recommanderez-vous ? Je pense qu'il faut déjà activité physique égale plaisir. Hein, je pense que c'est la première chose. Donc déjà évaluer un petit peu dans quel contexte on va trouver quelque chose qui nous... Voilà, moi je pense beaucoup à des sports qui plaisent où il y a un peu de convivialité. La marche tout simplement. La marche est déjà une activité physique. Il y a beaucoup d'associations ou d'associations sportives qui font de la gymnastique. Et encore une fois des gymnastiques adaptées. Douce, ouais. Il y a même maintenant, on parle de plus en plus ce qu'on appelle de sport sur ordonnance. Alors on devrait dire activité sur ordonnance, où là il y a carrément un éducateur sportif qui va pouvoir faire un diagnostic de la possibilité pour les patients de faire tel type d'activité ou pas. Donc ça va partir du vélo d'appartement, en passant par le tapis de marche, en passant par la gymnastique, etc. Donc vraiment, je pense que bouger plus, à mon avis, c'est le mot à retenir. Alors c'est vrai qu'on recommande surtout les sports, ce qu'on appelle en charge. Voilà. Donc c'est vrai que des sports comme la natation, qui est un excellent sport pour la force musculaire, pour le rodage articulaire, et pas le sport le plus favorable pour l'ostéoporose. Et puis la marche, qui est probablement le plus simple et le plus efficace. Petite alerte sur les sacs à dos. Ouais. Pas des sacs à dos trop lourds. Quand on fait de la marche, évitez de porter trop lourd. Bon, c'est bien, Lise changera ses habitudes qu'elle dit. Mais non, je ne peux pas, il me faut un sac à dos, sinon j'ai qu'une main. Il ne faut rien mettre dedans. Non, un sac à dos, mais juste avec le goûter et un petit peu d'eau. Allez, on poursuit avec la troisième question. Comment éviter l'ostéoporose avec l'alimentation ? On a déjà pas mal abordé le sujet. On ne l'évite pas, on potentialise les effets des traitements mis en place s'il y a nécessité de le faire. Je crois qu'il faut éviter de faussement se rassurer en se disant « j'ai une bonne ration calcique, j'ai une activité physique sportive régulière, ma vitamine D est bonne, j'en prends, mon médecin pense bien m'en donner en début et en fin d'hiver, donc voilà, c'est fait, je n'ai pas de risque de faire de l'ostéoporose ». Ce mode de vie, cette hygiène de vie n'est pas suffisante pour prévenir l'ostéoporose et encore moins pour la traiter. Ouais. Corinne, une dernière question avant de conclure. On l'a dit, le laboratoire lutte contre les maladies graves, mais finalement, quand on voit tout ce qui est aussi possible, c'est rassurant et c'est l'idée aussi de travailler ensemble. Il y a le laboratoire et puis à côté, il y a aussi toutes ces activités de sport, l'alimentation, tout ça rentre en jeu. Ah, bien sûr, nous avons toujours bien sûr l'idée que c'est une combinaison de moyens. Il faut mettre, et donc les traitements, ils doivent être toujours associés à toutes les stratégies qui ont été décrites et donc et aussi mettre
peut-être améliorer le parcours de soins, ça passe aussi par aider à la collaboration entre les professionnels de santé, travailler avec les associations de patients pour diffuser de l'information, aider au dépistage. Donc c'est vraiment une combinaison d'actions à tous les niveaux, entre tous les acteurs. Oui, c'est ça. Et c'est en plus ce qu'on fait ce soir, hein, effectivement, dans ce direct. Eh bien, nous arrivons à la conclusion. Hein, ça fait presque 60 minutes que nous sommes ensemble. Eh bien, c'est le mot de la fin. Alors bien sûr, hein, on a dit beaucoup de choses, on a donné beaucoup d'informations. Merci d'ailleurs d'avoir été là et aussi d'avoir posé des questions. On va essayer de résumer tout ça en une idée chacun. On fait un tour de table. Guy, qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, je dirais que c'est une vraie maladie que les gens doivent connaître, qui peut se dépister avec des questions assez facilement et qui se soigne bien avec des traitements spécifiques. Je pense que si moi déjà on retient ça, ça sera déjà pas mal. Ouais, c'est une vraie maladie et on peut se faire dépister. Emmanuel, vous qui êtes rhumatologue, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir à vos patients et puis à tous les autres ? Alors, moi, s'il y a un message clé que je voudrais faire passer, c'est vous avez subi, parce que ce terme est important, une fracture de fragilité, donc simplement en tombant de votre hauteur. Traitons la fracture. Parlez-en à votre médecin, faites le lien, il faut traiter les fractures de fragilité. Alors dans un monde idéal, on dépistera les gens à haut risque et on préviendra cette première fracture, mais commençons déjà par traiter toutes les fractures de fragilité. Traiter toutes les fractures, mais dès la première. Hein, dès la première pour éviter les successives. Exactement. Lise, vous qui avez une ostéoporose depuis plus de 20 ans, qu'est-ce que vous souhaitez dire ce soir ? Moi, je dis qu'il faut avant tout se faire plaisir, manger varié, de tout. Si on mange de tout, on a tous les apports. Se faire plaisir, bouger et surtout ne pas hésiter, ne pas avoir peur de prendre un traitement. Voilà, ne pas avoir peur. Parce que moi, j'ai eu longtemps peur. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que mon ostéoporose s'est aggravée. Donc, n'ayez pas peur, mais faites-vous plaisir aussi. Ça, non, mais c'est vrai, parce que c'est anxiogène, ces maladies. Et si on reste dans ce côté négatif, on n'en sort plus et on va penser qu'à ça, à nos douleurs, à comment faire. Donc, il faut se faire plaisir, il faut vivre et puis il faut continuer à vivre, quoi. Merci pour ce très beau message, Lise. Et on va terminer avec vous, Corinne. Quel est votre message ? Moi, je dirais que l'ostéoporose n'est pas une fatalité. J'ai vu un chiffre qui m'a marqué, qui est que si nous ne faisons rien, la tendance va faire passer le nombre de fractures de près de 400 000 à près de 500 000 d'ici 10 ans. Ouais, or, on a vu qu'il y avait beaucoup de moyens pour éviter cette maladie et donc éviter les fractures. Donc, je pense qu'il faut vraiment profiter de cette journée pour se poser des questions sur est-ce que j'ai des risques, est-ce que ma mère, ma fille, ma sœur a des risques et en parler à son médecin pour initier un traitement si c'est nécessaire. Ouais. Merci beaucoup. Hein. C'est avec tous ces messages. Hein. Effectivement, c'est une maladie, mais on peut se faire dépister. Il ne faut pas oublier de vivre. Vivez. Et finalement, tout ça, c'est ensemble qu'on avance pour avancer dans l'ostéoporose. Merci à vous d'avoir été avec nous pour répondre à ces questions. N'oubliez pas, il y a un jeu en ligne. Donc, il y a quelques questions. Et puis, vous verrez si peut-être il faut aller vers la prévention. Donc, merci à vous. Merci aussi à vous, chers internautes, qui avez été derrière l'écran à nous suivre et à poser vos questions. Merci beaucoup. Et merci aussi à nos partenaires, AMGEN, bien sûr, la FLAR et puis le Grand Mercredi, puisque nous sommes en direct sur le Facebook. Merci à tous et n'oubliez pas, donnez-vous une chance.